Je t'aime, mon fils. Tu viens dans les bras de papa? Ok. Je suis content de t'emmener avec moi. Ah oui, mon fils. Ouais. Ton papa, il essaie d'aller au bout de ses capacités. Au bout de lui-même. Il essaie de faire mieux chaque jour. Essaie toujours de faire mieux. C'est comme ça que tu te sens vivant. Même si parfois t'as peur. Même si parfois t'as pas envie. Tu seras content d'avoir fait l'effort. Même si parfois tu te diras, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Je me suis envoyé tout seul. Donc je ne peux pas me plaindre. Il faut juste assumer mon choix. Et mon choix, c'est d'être un papa heureux qui fait ce qu'il a à faire pour être un bon père pour toi. Ils en fichent pour le moment. À l'échelle de la vie, c'est rien. Et tout ça, c'est pour la famille naturelle. Vous êtes prêts? Ok, j'ai envie de voir un peu le public de la soirée. On va voir un petit peu l'âge, pour voir un petit peu l'âge de la soirée. Par applaudissement, qui est-ce qui a plus de 35 ans? Pour voir un peu le public de la salle. Il y a des gens, ils ont plus de force. Ils ont fait ça suffit, ça ou pas? Parce que je peux pas faire plus que ça. Ok, les moins de 35 ans, faites du bruit pour voir. Pourquoi vous criez? Vous allez mourir, vous aussi, hein? Vous me regardez comme s'ils étaient éternels. Ah, je vieillis. Voilà, 39 ans, j'accepte, je vieillis. En fait, c'est difficile de savoir que tu vieillis pour une raison qui est assez simple. C'est qu'en fait, tes potes vieillissent en même temps que toi. Ça fait que dans le groupe, il n'y a personne qui est lucide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout le monde se rassure dans une bande de... Non mais t'inquiète pas, mon gars, tu fais pas ton âge. Ton pote, il est chauve, il fait son âge de ouf. Il a plus de cheveux, son crâne brille. Il fait son âge, ce monsieur. Arrêtons de mentir à nos amis comme ça. Non mais t'inquiète, ma belle, tu fais pas ton âge, t'es trop belle. Ses seins lui arrivent ici. Elle fait son âge. Oh! On arrête de se mentir un petit peu, on est des vieilles personnes, on accepte. Moi je croyais que j'étais jeune, jusqu'à il y a 3 mois. Je croyais que j'étais là, j'étais le mec un peu fringant et tout. Il y a 3 mois, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis parti en boîte de nuit. Je trouvais la musique trop forte. C'est un indice de vieillesse, on est d'accord, non? J'ai regardé le DJ, je fais, excusez-moi, est-ce qu'on peut baisser la musique? Oh ouais, j'étais en soirée hip-hop, c'est la musique à laquelle j'ai grandi, j'adore le hip-hop. Ça bouge comme musique et tout. Je suis dans la soirée et tout, je me dis, bon, je vais aller danser avec une fille, pourquoi pas? Pour se détendre un petit peu. Je me dis, vas-y, pourquoi pas? Sauf que la musique, la danse du hip-hop, pour les filles, tout le monde voit ce que c'est un peu? Le twerk? Cette danse satanique là, vous voyez ce que c'est ou pas? Les filles, c'est comme ça. Y'a quoi dans vos fesses, mesdames? Des batteries de Tesla, ça va trop vite, vraiment. J'ai fait, oulala, je vais rester assis au comptoir, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au bout de la soirée, comme ça. J'ai merde, je suis devenu le vieux du bar. Et voilà. Et merde, je suis un vieux monsieur, quoi. Ça me gêne pas d'être vieux. Je vous jure, ça me gêne pas d'être vieux parce que je suis papa. Donc ça correspond. Quand t'as un enfant, ok, tu peux vieillir, c'est cool. Par applaudissement, parce qu'il y a des parents d'ailleurs dans cette salle. Est-ce qu'il y a des parents par applaudissement? Okay. Les autres, continuez comme ça. Faut leur dire d'arrêter cette activité-là. Qu'est-ce que c'est cette activité, parents, là? Est-ce qu'il s'est pas rémunéré en plus? Mais c'est quoi ce job ingrat? Parents, c'est dur, hein. Avoir des enfants, c'est chaud. Vous savez, les enfants, je les ai analysés un petit peu. Pour moi, les enfants ont les mêmes caractéristiques que les trous noirs dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils ralentissent le temps et absorbent ta lumière. Voilà ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est que cette race? Ils sont chauds.
Ah ouais, je suis papa, mon fils il a bientôt 2 ans là. J'aime trop mon fils, d'accord? J'aime trop mon fils, mais je suis très lucide. C'est pas réciproque. Il m'aime bien, mais je sens que peut mieux faire. Vraiment, en fait, j'ai l'impression que je suis encore en période d'essai avec mon fils. Je vous jure, comment je me rends compte de ça, c'est que dès que je me promène avec lui dans la rue, dès qu'il voit un monsieur noir, il fait papa, 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 papa. Dès qu'il voit un noir, papa, papa. Ça me met mal à l'aise. Tous les samedis, on fait nos courses avec mon fils. J'emmène avec mon fils faire les courses et tout. Le samedi, on va en bas de chez nous, il y en a un Lidl. Donc on fait nos courses chez Lidl. Il faut savoir que chez Lidl, il y a plein de noirs. Faut le savoir. Vous pouvez rigoler, c'est moi qui ai fait la blague. Allez, amusez-vous. C'est drôle, c'est marrant. Il y a des noirs chez Lidl. On avance, ok, c'est pas. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, on avance. Allez. Et truc, donc ça fait que moi, quand je vais chez Lidl avec mon fils, pour toutes les courses, il est papa, papa, papa. Ça me met mal à l'aise. Et franchement, il y a 3 semaines, j'ai décidé d'arrêter d'être mal à l'aise. J'ai arrêté Lidl. Je fais mes courses chez Bio, c'est bon. J'ai moins de compétition, hein. Il y a moins de concurrents. Il y a que des blancs anorexiques. Ah ouais, personne ne me ressemble là-bas, c'est parfait. Ah ouais, c'est quoi? Vous connaissez ces magasins là, Bio, c'est bon, Naturalia et tout? Qui fixe les prix dans ces magasins? L'Arabie Saoudite ou le Qatar? Là-bas, tu peux acheter des raisins à l'unité. Ils sont fous. Qu'est-ce que c'est? Parents, c'est dur. Je vous jure, parents. J'appréhendais un petit peu, mais en fait, il y a un truc intéressant quand t'es parent, c'est que tu vis des trucs qui sont pas facilement visualisables quand t'es pas parent. Par exemple, je vous raconte 2 anecdotes que j'ai vécues. Première anecdote, je vais avec mon fils au square et tout, et au square, c'est là où il y a les parents qui traînent, les enfants qui traînent et tout, et là-bas, tu peux voir les types de parents. Ok? Tu peux voir un peu les types de familles. Et là-bas, c'est marrant un petit peu parce que les parents, ils essaient toujours de donner bonne figure. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, il y a toujours un couple à côté de chez moi, ils arrivent, ils sont souvent habillés pareil. Et l'enfant, il est habillé pareil que les parents. Vous voyez ce genre de personnes? On les aime pas, on est d'accord, vous voyez ce que je veux dire, hein? On les aime pas par principe. Vous voyez, ils veulent faire les enfants en modèle, les parents en modèle. Sauf que moi, je me dis, c'est des êtres humains. On connaît l'activité, ils vont craquer à un moment. Et moi, je suis humoriste. J'ai le temps de les regarder craquer. J'ai mon temps, je joue qu'à 18h le soir, je vais les suivre. Alors, ils vont où comme ça? Ils vont où comme ça? Ah, ils habitaient là, moi je pensais à un autre quartier. Ok, d'accord. Je vous jure, je vois un père et une mère avec le petit. Le petit doit avoir 4-5 ans. Je connais pas bien les millésimes, il dirait 4-5 ans. Tu vois, c'est le genre d'enfant qui est né pendant le Covid, Stranger Things saison 2. Ouais. Tu vois, on fait pause, vous savez, et puis il y a l'enfant qui est arrivé. Vous voyez ce qui se passe? Ok, il y a le couple avec le petit et tout. Ils sont très mignons, les 3 sont très mignons et je les regarde, mais ils sont trop modèles. Ils m'énervent, ils sont trop modèles. Je veux voir comment ça dérape. Le petit, il est comme ça, tout mignon et tout. Je l'ai su pendant 2 heures à peu près. Je vous ai dit, j'ai du temps libre, moi. On ne me pas. À un moment, tu sais, je sens que les parents, ils en ont marre de marcher et le père commence à courir, ok? Le père commence à courir et tient la main de son fils. Ils commencent à courir ensemble dans Paris, ils commencent à courir. Sauf que je regarde la scène, je trouve que le père court trop vite par rapport au petit. Le petit, il est comme ça. Ouah, on dirait un sac de course. Ah, je regarde la scène, je comprends pas ce qui se passe. Et derrière, t'as la mère qui les suit, qui crie « Épuise-le! Épuise-le !» Ça, c'est la vraie vie, ça! Ça, c'est la vraie vie! 2 adultes qui se mettent ensemble pour fatiguer un gosse de 4 ans. Ça, c'est la vraie vie! Ouais, nous mentez pas, on sait. Ah ouais, parents, c'est dur. Moi, mon fils, il y a un truc, c'est qu'il pleure beaucoup. Mon petit, il pleure beaucoup. Et quand il pleure à la maison, bon, c'est chiant, mais tu gères. Tu as des tactiques pour gérer et tout. Tu donnes des jeux, tu gères. Sauf qu'il aime bien pleurer à l'extérieur. Et à l'extérieur, vous connaissez, il y a des gens. Et vous connaissez les gens. Notre espèce, là, vous la connaissez comment elle est. Et elle te regarde, t'as le petit qui pleure, et là, les parents des autres, ils regardent comme ça. Il est nul comme père, lui, ça se voit. Ça se voit, il est nul. Vous voyez, avec leur regard, là. Et toi, t'es là, tu te justifies. Oui, mais il est pas comme ça, d'habitude. Il est pas comme ça. Alors qu'il est tout le temps comme ça, évidemment. Putain, mon fils, il pleure. J'allais chez mes parents, RER A, terminus Cergy-Pontoise. Ok, bon, vous connaissez. Je connais mon fils, d'accord? Je sais qu'il faut que je l'endorme avant qu'il rentre dans le RER, sinon il va pas dormir, il va créer dans tout le trajet. Donc je suis sur le quai à Châtelet. Et je décide de faire un petit tour de poussette, jusqu'à qu'il s'endorme. Je pousse la poussette. Un RER qui passe. 2 RER qui passent. Il veut pas dormir, il continue à crier. Là, je commence à accélérer, je fais des mouvements et tout. Je commence à la voir un petit peu. Au bout d'un moment, je suis comme ça. On dirait Jules sur un T-Max. Il finit par s'endormir au bout de 4-5 RER. Il finit par s'endormir. Je dis, ok, cool. Maintenant, je peux rentrer dans les RER. J'ai 50 minutes de RER. Il va dormir. Je suis tranquille. Il va pas pleurer. Il va être au calme. Je rentre dans les RER.
Je continue à pousser la poussette. Première station. Il y a un SDF qui rentre. Bonjour à tous! Excusez-moi de vous déranger! Je voulais savoir si c'était possible d'avoir une petite pièce! Juste devant la poussette, j'ai fait un truc instinctif. J'ai fait chut! Le monsieur il me regarde, il me fait hein? Je fais s'il vous plaît. Et là il me regarde, il me fait. Il regarde la poussette et il fait oh. Et là il lève la tête et il me fait. Moi je fais comme si j'avais pas compris. Je dis pardon, il me fait. Mais ce monsieur est en train de me raqueter en silence là. Putain, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis rapidement. Il me reste encore 45 minutes de trajet. Il faut qu'il se taise. Il faut qu'il se taise. Je sors une pièce de 2 euros. Il regarde la pièce, il me fait. Je dis, ok, d'accord. Je réfléchis. Je sors un billet de 5 euros. Ce que je vous raconte est vrai. Je sors un billet de 5 euros. Le monsieur regarde le billet, il me fait. Je lui donne le billet de 5 euros. Le monsieur me fait, merci. Et il part en chuchotant. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir une petite pièce. Et il part en chuchotant partout. Je suis énervé de ouf. Je suis là avec mon fils. Je vais me faire raqueter 5 euros. Je suis énervé de ouf, franchement. Mais c'est donc ça ma vie de parent, à payer des gens comme ça, je sais pas pourquoi. Je suis énervé de ouf. Je suis comme ça et tout, le petit continue à dormir. Je dis putain, ok, ma mission elle est réussie. Et là, à un moment, je me dis, attends, je viens de perdre 5 euros. Mais attends, je viens de payer quelqu'un 5 euros. Et cette personne, arrêtez de parler. Réfléchissez là dans vos vies. Il n'y a pas des gens, 5 balles, s'ils ferment leur gueule, on les met, non? On les met, hein? T'arrives le lundi matin au travail, tu sais pas ce que j'ai fait ce week-end? De l'escalade, prends 5 euros et ferme ta gueule, toi! 5 euros, ça va, hein? 5 euros, on les paye, hein? Ah, c'est ça, parents! C'est une activité difficile! Ce qui est difficile, déjà même avant d'être parent, c'est d'annoncer à ta famille. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Tu sais, moi, ma famille, elle est un peu particulière, donc j'appréhendais d'annoncer. Je suis l'aîné de la famille, j'appréhendais d'annoncer un petit peu. Et parce que dans ma famille, il y a mon père. Vous connaissez mon père? Non? Est-ce qu'il doit beaucoup d'argent, donc je préfère demander avant aux gens? Tu sais, mon père, comment vous expliquer? Mon père, il n'a pas eu de cours de développement personnel. Il n'a pas eu de coach. Il n'a pas eu de cours de prise de parole en public, mon père. Mon père, c'est le genre de monsieur qui dit... Il dit pas, en fait. Mon père, il te met une gifle, après il dit, c'était toi ou pas? Ça, c'est mon père, d'accord? Je m'apprête à annoncer. On est en repas de famille, il y a mes parents, mes sœurs, des cousins, tous. Vas-y, c'est le moment de leur dire que je vais avoir un enfant. Okay. C'est qu'il y a quelques temps, j'arrive à la famille, j'appréhende un petit peu. Toi. Je me dis, bon, il faut que je leur dise. Là, je dis, j'ai un truc à vous dire. Alison, elle est enceinte, et donc je serai papa dans quelques mois. Toute la famille. Ouais! Les familles noires, quand il y a une bonne nouvelle, ça danse. Le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Pendant une demi-heure, le bébé, ça fait que des danses. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Ah, je suis content, ça me soulage. Tout le monde sauf mon père. Mon père, je le regarde, et je me attends, je cherche sa réaction, et il me regarde, il me fait. Je sais tout. Il me fait, un bébé, c'est bien les bébés, c'est bien les bébés. C'est bien, les bébés. On continue à manger. Pendant le repas, on mange, tout le monde rigole, ça discute et tout. Le regard de mon père et moi, ils se croisent de nouveau. Et là, il me regarde, il me fait. Je dis, papa, tu joues à Kems, t'as pas les mots à dire? Montre ton émotion un petit peu. Il fait, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien les bébés, c'est bien. Les bébés, bien, continue, c'est bien. Je connais mon père. Je sens qu'il a envie de dire un truc, mais il n'est pas fort en communication, il n'est pas fort en discours, il n'est pas fort en pitch. Il n'arrive pas à dire ce qu'il a à dire. Le repas continue et tout. Et il parle pas trop. Tu sens qu'il cogite, il mange, mais il réfléchit en même temps. À la fin du repas, il se lève pour toute la famille. Et là, il dit, aujourd'hui, je suis heureux. Ça, c'est du bonheur, ça? Heureusement que tu as fait... Merci pour les sous-titres, hein? Ça, c'est heureux, c'est incroyable en bonheur. Il est nul, ce monsieur, en bonheur. Et là, aujourd'hui, je suis heureux parce que
Mon fils ici présent. J'étais un pasteur, va plus vite. Hein. Elle est longue ta phrase. Mon fils ici présent va avoir un enfant. C'est-à-dire que c'est le moment, mon fils. Tiens, je te passe le flambeau. Vu de mon père, c'est beau de ouf. J'ai cru qu'il allait me porter comme Mufasa. Ah ouais, j'étais surpris, putain, belle phrase. Mon fils, je te passe le flambeau à tour de fonder une famille, c'est une belle phrase. Vu de mon père, c'est une belle phrase de fou. Je suis un peu heureux. Après, je réfléchis 2 secondes, je me dis, attends, c'est beau. Moi, je connais la famille de mon père. Celle qui l'a fondée. Elle est éclatée au sol, cette famille. Son flambeau, il marche pas du tout, j'en veux pas en fait. Ce flambeau n'éclaire rien, je vais en acheter un autre sur le bon coin. Merci quand même, hein. Ce flambeau est nul, ce flambeau est nul. Je vais pas le prendre, j'ai envie de faire une famille qui fonctionne, moi. Quelques mois plus tard, ma copine accouche. Mes parents viennent à l'hôpital. Mon père et ma mère, je me souviens toujours. Je sortais de ce moment de la chambre, donc je les croise du couloir, ils arrivaient. Et mon père, je sais pas ce qu'il a, il s'est habillé ce jour-là. Pantalon à pince. Chaussures pointues. On dirait que c'était aiguisé. Chemise de bûcheron avec des carreaux, on dirait une table de pique-nique. Il avait un petit chapeau et dans la main un cadeau énorme. Mais un cadeau, vous voyez les cadeaux hyper bien faits, on dirait des trucs de décoration avec un nœud rouge au milieu. Je vous jure, je l'ai vu, on aurait dit un père blanc qui fait Thanksgiving. Je sais, mais il vient du Minnesota, ce monsieur, qui c'est lui? Il arrive avec son gros cadeau là. Il pose le cadeau dans la chambre. Il y a mon fils, c'est ma copine et tout, et il me fait, fils, viens, je te paye un café. Oh, une nouveauté encore, hein? Monsieur, il paye des cafés maintenant. Incroyable cette histoire. Bon, c'est 50 centimes, mais quand même, hein, quand même, hein. Quand même, hein. On prend. Il me dit, viens, je te paye un café. J'ai dit, j'y vais. Et j'ai jamais bu de café avec mon père. Et là, il fait des blagues. Il me dit, oui, quel beau temps. Je suis pas ouf. Je suis un professionnel, il est nul en blague. Vraiment, il est pas ouf. Et il rigole, il est détendu, on arrive devant la machine à café et tout, il fait des blagues. Oh, franchement, on aurait dit caméra café version antillaise. Il était là, il fait des blagues et tout. Et tu sais, au bout d'un moment, j'ai envie de remonter, voir si tout va bien, ma copine va bien, mon fils va bien et tout. Et j'ai dit, papa, on remonte et tout. Il me fait, on remonte. Et juste avant que je parte, il me tire le bras. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, papa? Et il me regarde, il me fait, regarde à gauche, regarde à droite. Il me fait, je t'aime. Putain, j'étais choqué. Je vous jure, j'étais tellement surpris que ma première phrase a été « Wesh frérot, t'es sûr ?» Je vous jure, j'ai répondu ça. Je savais tellement pas quoi répondre. Il fait « Lourd, pareil, franchement, même consistance. Ouais, moi aussi, les mots... Ah ouais, j'ai bugué, il m'a fait bugger le monsieur, je vous jure, il m'a fait bugger. J'ai pas l'habitude. Et là, je me dis, il y a un truc qui se passe, pourquoi? Il me dit ça aujourd'hui, bon, le moment est important et tout. Et là, je lui demande, papa, pourquoi tu me dis je t'aime aujourd'hui? Il fait, pourquoi tu poses cette question? Je te connais un peu. J'aimerais savoir pourquoi tu me dis je t'aime aujourd'hui. Il fait, parce que, je sais, papa, on remonte pas tant que tu m'as pas dit pourquoi c'est aujourd'hui tu as décidé de me dire je t'aime. Bon, je dois t'avouer que, ta copine a accouché d'un garçon. Et il porte mon nom. Ça veut dire que mon nom ne disparaîtra pas. Ça me rend très heureux. Et je t'aime pour ça. Putain. Ça nique la vibe, on est d'accord? Quel connard, vous pouvez le dire? Putain, ça nique la vibe, quoi. Je savais qu'il y avait un truc, Et je me dis, pourquoi mon père était autant à son nom de famille? On est les Mathurins. Et on s'en fout, non? On n'est pas des Rothschild ou des Kardashian ou des Kennedy, quoi. On est des Mathurins. On n'est pas une famille incroyable non plus, quoi. Franchement, si demain il n'y a plus de Mathurins, personne va dire il manque les Mathurins quand même, hein. C'était dommage, c'était sympa quand même cette famille. Ouais, c'était mieux avec eux. Tout le monde s'en fout, soyons honnêtes. Mais il y tient. Et ça, c'est un truc d'homme de tenir autant à son nom de famille. C'est un truc d'homme. Les hommes, ils tiennent à leur nom de famille. Petite question dans la salle. Par applaudissement, mesdames et messieurs, qui porte le nom de famille de son père? Par applaudissement. Okay. Qui porte le nom de famille de sa mère, par applaudissement. Ça sonne creux, hein? Ça sonne creux de ouf, hein? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi? 94% des gens en France portent le nom de famille de leur père. 94%. 94%, on dirait le résultat d'une élection en Russie. Ça sent pas la démocratie, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que c'est pas le peuple qui a voté, quoi.
Je me demandais comment ça se fait. Comment ça se fait qu'on porte quasiment tous le nom de famille de nos pères? Parce qu'en fait, nous, on est habitués à ça, mais c'est pas mécanique. En Espagne, c'est pas pareil, c'est deux noms. En Suisse, c'est souvent le nom de la mère, ça dépend des pays, en fait. Donc ça dépend vraiment, c'est pas une mécanique normale, universelle. Et je me suis posé la question, pourquoi en France, on porte quasiment tous le nom de famille de nos pères? Et là, la question est assez intéressante, et la réponse l'est pas mal également. En fait, il faut savoir qu'en France, qu'en 2005, il était obligatoire de donner à un enfant le nom de famille du père. Obligatoire. Vous le saviez, quoi? Ouais. Et depuis 2005, ce n'est plus obligatoire. Tu peux aujourd'hui donner à un enfant un nom de famille du père, de la mère ou au choix des deux. Et depuis cette nouvelle loi de 2005, il y a maintenant 92% des enfants qui portent le nom de famille de leur père. Cette loi fait penser à la loi Adopi contre le téléchargement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de loi, tout le monde sait qu'elle existe, mais on s'en bat les couilles en fait. Ah, on peut pas utiliser NordVPN? Ah, je savais pas. Ah, c'est dommage. Ah, l'IPTV, c'est pas autorisé. Tant pis, c'est quand même l'utiliser. C'est la loi, c'est comme ça, c'est une tradition française. Et comme toute tradition, elle a un point de départ. Aujourd'hui, tout le monde veut dans cette salle-là pour une famille de son père, mais cette tradition a un point de départ en France. Et l'histoire est très intéressante, j'ai envie de vous la raconter ce soir. On est en France au XIVe siècle. Ok? XIVe siècle, les femmes de cette époque-là font des enfants. Ok? Ça n'a pas changé jusqu'à présent. Et la différence, c'est qu'en fait, à l'époque, les femmes faisaient des enfants et très souvent, les hommes ne reconnaissaient pas les enfants. Okay. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'enfants non reconnus par les pères. Vous savez comment on appelait un enfant non reconnu par son père à l'époque? J'ai cru l'entendre, ouais. Exactement, un bâtard. À la base, un bâtard est un enfant non reconnu par son père. Le problème de ça, à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de bâtards de cette époque-là qui deviennent des délinquants, des brigands, des voyous, et qui sont un peu partout dans le pays, en France, et le gouvernement galère à les retrouver. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de nom de famille, donc ils sont difficilement affiliés à l'état civil, donc ça fait qu'ils ont souvent des surnoms, genre la sardine. Tu ne peux pas retrouver les gens qui ont que des surnoms. C'est une galère, quoi, c'est une galère. Kachiko, enfin, ils ont des noms comme ça, quoi. C'est très compliqué à retrouver leur personne, les personnes, parce qu'ils ont que des surnoms. Et l'État dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse un truc. Le gouvernement français de l'époque, du XIVe siècle, a décidé deux choses pour pallier à ça. Première des choses, ils ont décidé de réunir tous les bâtards et de créer Bordeaux avec eux. Je déteste cette ville, voilà, je tiens à vous le dire. C'est une ville de bâtards, voilà. Je l'ai dit, c'est des bâtards. Ouais, j'aime pas cette ville, voilà. Est-ce que c'est gratuit? Oui, tout à fait. Donc il y a le micro. S'il y a des Bordelais, tenez, voilà. Non. Oh. Ouais. M'en fiche, votre avis ne compte pas ce soir. Bon, c'est pas vrai. Mais ça aurait pu. La vraie chose que l'état civil a décidé de faire, et je la trouve même plus marrante, ils ont décidé à chacune des naissances des femmes, donc des enfants, de demander à quelqu'un de l'état civil d'aller voir la femme qui vient d'accoucher et de demander à la femme, d'après elle, qui est le père de l'enfant. Et la réponse que la femme donne est considérée comme une réponse légale et est mise donc sur le registre de l'état civil. Et donc l'enfant porte le nom déclaré par la femme. Vous voyez le problème ou pas? Entre nous, il y a des femmes. Ah, elles ont dû mentir un peu, c'est obligé, c'est sûr. Oh, c'est un très bel enfant, madame. D'après vous, qui est le père? Louis XIV. Madame, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Richelieu. Madame! Dernière chance. Je le mets sur l'état civil, je vous écoute. Le cardinal de Bordeaux. Allez, ça passe. Allez, on met ça. Vous imaginez un instant, tu fais ça aujourd'hui, juste sur la déclaration de la femme. Madame, qui est le père d'après vous? Zidane? Madame Mbappé. Madame, dernière chance, je vais le mettre sur l'état civil, j'ai besoin de la déclaration du nom. Qui est le père d'après vous? Gérard Depardieu. C'est dégueulasse, mais c'est possible. Allez, on avance. C'est fou, ça vient de là, de cette tradition-là, et c'est resté encore aujourd'hui. C'est incroyable, je trouve ça fou. Il y a beaucoup de femmes qui ont trouvé cette loi misogyne et qui ont voulu l'arrêter au cours des siècles. Elles n'ont jamais réussi, puisqu'elle a été arrêtée en 2005 seulement. Et il y a même, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont battus, qui ont défendu cette loi, dont un écrivain français qui s'appelle Louis Aragon, peut-être que certains le connaissent, qui a sorti une maxime très intéressante pour justifier ça. Il a dit que dans notre société, c'est normal que les choses soient ainsi. La femme donne la vie et l'homme donne le nom. C'est une belle phrase. Mais la transaction est pas ouf quand même. Franchement, c'est pas équilibré de ouf quoi. Vous êtes bien fait avoir mesdames, sur ce coup-là, putain. Et puis surtout maintenant, vas-y, soyons honnêtes, moi j'ai
c'est plus facile quand même pour un homme de partir en moonwalk par rapport à un enfant que pour une femme. Pour une raison assez naturelle. L'homme, il part, putain, allez, salut, fais un tour. Femme, t'as jamais vu un accouchement? Elle est comme ça. Je vais faire un accouchement, je vous préviens tout de suite. Il vous faut un peu d'imagination, mais je vais le faire. Je connais pas cet enfant. Allez, passez une bonne journée. Est-ce que vous pouvez couper le câble? Vous savez le wifi? T'as jamais vu ça, d'accord? Il y a un lien, il y a un lien. J'ai assisté, moi, à l'accouchement de mon fils. Je mets un respect sur vos noms, mesdames. Hein. Ah ouais, du bruit pour toutes les femmes de la soirée, d'ailleurs. Du bruit, mesdames. Ah ouais. Oh, gros job incroyable. Mon fils porte mon nom de famille. On a discuté longuement avec ma copine. On a essayé de trouver une manière démocratique de choisir. On a fait un bras de fer et j'ai gagné. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas ma faute. Il s'appelle Mathurin, mon fils. Et je me suis dit, je connais pas l'histoire de ma famille. Il y a peu de gens, je pense, qui connaissent un peu l'histoire de leur famille sur plusieurs siècles. Et je me suis dit, peut-être un jour, mon fils va me poser la question, papa, pourquoi on s'appelle Mathurin? C'est quoi l'histoire de la famille Mathurin? Je me suis dit, je vais chercher. Le fait je ne m'étais jamais posé la question avant, le fait d'être papa, je me dis, putain, peut-être que cette question me viendra aux oreilles et j'ai envie d'avoir une réponse. J'ai cherché un petit peu d'où venait la famille Mathurin. L'histoire est intéressante. Je suis haïtien d'origine, il faut le savoir. Okay, je suis haïtien d'origine et la famille Mathurin, le nom de famille Mathurin, est apparu en Haïti au XVIIe siècle, en même temps que l'esclavage. Coïncidence? Pas du tout. Vraiment, les deux choses sont grave liées. Ouais. En fait, il faut savoir un truc, l'esclavage, on oublie un truc souvent, cette chose-là, c'est que c'est un modèle économique. Okay, les colons de l'époque, pour pouvoir justifier ce modèle économique, devaient considérer que les esclaves n'étaient pas des êtres humains. Et qui dit non être humain, dit pas de famille. Il n'y a pas de famille de chaises. Ils considéraient que c'était des biens meubles, donc ils n'étaient pas des êtres humains. L'exemple famille de chaises, t'as fait bugger un peu. Mais c'était comme ça. Donc, les esclaves n'avaient pas de nom de famille. Et pour pouvoir les reconnaître, on leur donnait le nom de la famille qui possédait les esclaves. Et la famille qui possédait mes ancêtres était la famille Mathurin. Les blancs, vous avez l'air pas bien là. Nous, on est venus se détendre. On n'a rien fait. Je sais, c'est l'histoire. Je sais que vous n'étiez pas là. Il n'y a que Michel Drucker qui a vu cette époque-là. Il avait un canapé rouge dans les champs de coton. Hey, qu'est-ce que vous pensez de l'autre situation? Je sais que vous n'étiez pas là. C'est l'histoire. C'est intéressant de savoir l'histoire pour comprendre. Comprendre le passé, c'est comprendre le présent également. Et je dis, putain, ok, donc ça vient de là. Nom de famille. Haïti est un pays qui a été obtenu son indépendance en 1804. C'est le seul pays d'ailleurs noir qui a obtenu son indépendance par la force en 1804 grâce à la révolte de Toussaint Louverture. Okay, et je me suis posé la question, pourquoi à la fin de l'esclavage, les esclaves, ils n'avaient pas récupéré leur nom d'Afrique? J'ai demandé ça à un historien haïtien, il m'a giflé. J'ai dit, papa, vraiment. Il m'a physiquement giflé. Il me fait, je réponds pas à ta question, t'as intérêt à réfléchir 2 secondes. Je ne m'attendais pas à ça. Donc ça m'a forcé à réfléchir. Je me suis dit, pourquoi les esclaves n'ont pas récupéré leur nom? Et j'ai réfléchi 2 secondes. Ça fait 3 siècles qu'ils étaient en esclavage. Leurs noms d'Afrique les ont complètement oubliés. Ils ne savaient ni lire ni écrire. En fait, ils ont gardé l'essentiel des esclaves entiers, Martinique, Guadeloupe, Haïti, ont gardé leur nom d'esclaves parce que ils n'avaient pas d'autres noms et c'était beaucoup plus pratique. Ça vient de là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en mars 2026, je suis papa d'un fils qui s'appelle Toussaint Mathurin. Il y a un nom de famille d'esclavagiste et un prénom de libérateur. Du bruit pour mon fils, s'il vous plaît. C'est long l'histoire d'une famille. Hein. Allez, on va faire des blagues. Ça va vous avec votre famille ou pas? Vous voulez que je repasse? Ça va avec votre famille ou pas? Ah ouais, même 2 fois, ça marche pas. Ah ouais, ça va pas du tout, quoi. Qui est-ce qui va bien avec sa famille, là? Ok, pas tant que ça, hein. Vous, ça va? Ouais? Ok, on va voir à quel point, on va vérifier ça. Là, donc ça, il y a 2 familles, là, maman, papa. Ok, et vous êtes d'accord, vous, ça va aussi, la famille? Ok, on va vérifier. De 0 à 20, tu notes combien ta famille? Sachant que je te donne un référentiel. 20, c'est la famille Ingalls. On est d'accord que cette famille est incroyable. Ils ont jamais d'oseille, ils s'aiment tout le temps, ils sont solidaires, l'autre elle fait des tartes, l'autre il coupe du bois, ils sont là, elle tombe aveugle, je t'aime quand même. 37 saisons de pur bonheur, ils m'emmerdent, ils sont au top de la famille. Les Ingalls, c'est la famille parfaite. Donc 20, c'est la famille Ingalls, et 0, c'est la famille Dupont de Ligonnès.
Faut reconnaître que cette famille est dysfonctionnelle quand même, non? Quand toute la famille est enterrée sous la terrasse, c'est qu'elle fonctionne pas de ouf quand même. Attends, c'est tous embrouillés en famille, mais de là à couler une dalle, c'est quand même chaud quoi. Donc on est d'accord, cette famille est pas ouf. 0, Dupont de Ligonnès, 20, Ingalls. Tu mets combien à ta famille? Putain, 18 sur 20. Vous recrutez? 18 sur 20. Ça veut dire que là, je t'ai posé cette question, dans ta tête, t'as pensé à toutes les personnes de ta famille, t'as fait une moyenne, et la moyenne c'est 18. Alors, ma famille que j'ai créée. Ah, on commence à rentrer dans la vraie vie. On commence à mettre de la nuance. On commence à mettre de la nuance. Il y a combien de membres dans la famille que tu as créé? Ah, bah oui. Ah ouais. Ouais, ça aide. Puis, il y a eu des extensions. Ah, et donc la moyenne, elle a baissé ou pas? La moyenne, elle a baissé depuis les extensions? Ça commence à... Tu parles latin, là, d'un seul coup, hein? Ouais, tu parles plus français, hein, tu vois? Parce que, ouais, franchement, 18, ça veut dire que t'as pensé à toutes les personnes. 18, ça veut dire qu'il y a... Normalement, dans une famille, t'as des gens qui ont 18, il y a des gens qui ont 4. On sait très bien. Et si tu vois pas qu'il y a 4, c'est que c'est toi qui as 4, hein? Il y a toujours quelqu'un qui a 4 ou 5, on est d'accord? 18, c'est incroyable, hein? Quelqu'un a mieux de 18. T'as mis la barre trop haute, là. Là, on dirait quand on était à l'école, quand le prof, il donne la copie, il commence par la meilleure note, et après, tu sais que tu dois descendre, oh putain. Ok, bon, j'ai pas 14, c'est pas 12, putain, j'ai pas 4. Bah, franchement, faites du bruit pour cette famille qui a 18, quoi. 18, putain. Je reviens sur vous après. Mais moi, je vise ça. Moi, je vise une famille avec 18, avec des bonnes notes. Vous sortez en famille, déjà, c'est beau, je trouve ça très beau. Parce que, tu sais, j'ai envie de fonder une belle et jolie famille. C'est important pour moi. Là, je fonde une nouvelle famille, j'ai envie qu'elle fonctionne. Et je trouve que pour qu'une famille fonctionne, l'amour, c'est important, mais c'est pas primordial. Non, il faut du pragmatisme. Pour moi, une famille est une entreprise à but non lucratif. Et parfois, tu peux la rendre lucrative. Si tu bosses bien, tu peux la rendre lucrative. Non, parce que l'amour, c'est bien. Mais en fait, notre espèce humaine a besoin d'un cadre pour fonctionner. On le veuille ou non. Tu vas à l'école, tu as le règlement intérieur. Tu vas au travail, tu as le code du travail. Tu prends la route, tu as le code de la route. Il nous faut des cadres pour que ça fonctionne. Même les religions, Coran, Torah, Bible, tu as un cadre. La famille, c'est flou. Cette organisation est floue, soyons honnêtes. Il y a des gens dans une maison, ils gigotent comme ça. T'as fait la vaisselle? Bah non, c'est à toi. 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 Il n'y a pas d'arbitre. Comment tu veux que ça fonctionne? Vous avez déjà eu une discussion argumentée en famille, vous? Une discussion dans laquelle chacun des parties écoute le point de vue de l'autre afin de faire avancer collectivement la famille? Vous avez eu ça, vous, récemment? Bien sûr que non. Il n'y a que de l'émotion, que de l'émotion. Parfois, je m'embrouille avec ma mère un petit peu. Elle crie, je crie. Elle a tort, hein, faut savoir. Hein. Elle a tort. Mais elle crie, je crie, elle crie, je crie. Et au bout d'un moment, elle n'a plus d'argument. Parce qu'elle a tort. Donc là, elle me regarde et me met, qui t'a mis au monde? C'est moi, alors ferme ta gueule. Maman, on n'est pas au no. Tu peux pas faire des plus 4 comme ça. C'est pas... Parce que tu m'as donné la vie. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, quoi. J'ai envie de fonder une famille qui fonctionne. J'ai envie de me prendre la tête. J'ai un peu de temps. Je suis humoriste. Ça m'aide à écrire, à réfléchir. Donc, je vous donne ma stratégie. Je pense qu'on n'analyse pas assez la famille dans laquelle on vient. C'est important, on vient toute d'une famille, il faut l'analyser. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un SWOT avec ma famille. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un SWOT, c'est un outil d'analyse marketing utilisé par les entreprises afin d'être plus compétitifs. J'ai fait ça avec ma famille. Force, faiblesse, opportunité, menace. J'ai pris une feuille, je l'ai découpée et j'ai noté dans les cases. Je vous conseille de le faire. Tout devient limpide. C'est très, très... Ah, bah oui, oh là là, beaucoup de menaces. Oh là là, ouais. Ah ouais, je l'ai fait. Ah, ça m'a aidé énormément. Force de ma famille, ma mère. Ma mère est une force de ma famille. Bienveillante, charismatique. Ma mère est à 5 étoiles sur Trustpilot. Ma mère est incroyable. Ma mère, elle aurait pu inventer le contrat de confiance de Darty. Vraiment, c'est ce genre de personne. Vraiment, ma mère, waouh, incroyable cette dame. Charisme. Ma mère n'a jamais tapé, m'a jamais tapé. Elle a imposé le respect par le regard. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce genre de regard là? Ou quand elle te regarde, tu sens dans ses yeux qu'elle t'aime. Parce qu'elle t'a donné la vie. Mais tu sais qu'elle peut te reprendre la vie aussi. Vous voyez ce genre de regard là? Tu m'aimes ou... On est ensemble ou pas du tout? Ah, ma mère, elle a ce genre de regard là. Dame forte, dame forte. Ah ouais, non. Ma mère, tu sais, elle a le syndrome de Hermione. J'aime bien appeler ça le syndrome de Hermione. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hermione dans Harry Potter.
Comme beaucoup de femmes dans l'histoire. Ça, c'est l'histoire, on a beaucoup un peu oublié les femmes. Et dans Harry Potter, moi j'adore Harry Potter, ok? Et j'ai regardé plein de fois. Harry Potter, école des sorciers. Harry Potter, et la coupe de feu. Donc c'est Harry Potter tout le temps. Mais quand tu prends un peu de recul, regarde Harry Potter, si à la fin ils sont tous encore en vie, c'est grâce à Hermione, hein, vraiment. Hein. Big up à toutes les Hermiones de l'histoire. Ah, ma mère, t'es incroyable. J'étais dur avec ma mère. J'étais dur. Petit con. Voilà, avec du recul, petit con. Les garçons, on est souvent pas sympas avec nos mères. J'ai beaucoup de bêtises, ok? J'ai beaucoup de bêtises. Et ma mère était souvent convoquée dans mon école. Enfin, au début de l'année, c'était mon père qui était convoqué. Mais mon père, le problème, c'est qu'il me tapait en public. Et en France, bah, c'est pas autorisé, faut le savoir. C'est vraiment illégal de faire ça. Donc, je vous jure, mon prof principal a interdit à mon père de venir au collège. Pour dire à quel point. Il me tapait sous la table. Le prof, il fait, oh, ça va? Ouais, ça va, ça va. Je voyais dans ses yeux, vous pouvez pas attendre à la maison parce que là, moi, il faut que je dise quelque chose. Il pouvait plus venir, mon père. Donc, toutes les années, c'est mon père qui venait. Et au bout d'un moment, vu que mon père pouvait plus y aller, c'est ma mère qui devait aller aux réunions parents-prof. Sauf que ma mère, j'ai jamais vu dans cet exercice. Je sais pas ce qu'elle donne. Je sais pas à quoi m'attendre. Ces menaces, elles sont souvent... Elles planent au-dessus de ta tête. Et ça a toujours été comme ça. Ma mère, elle arrive à la réunion parents-prof. Le prof, il est content de voir ma mère. Il fait, oh, Madame Mathurin, je suis content de vous voir, parce que votre mari vient, ça change rien du tout. Il se fait défoncer, l'autre là, mais ça change rien du tout. J'espère qu'avec vous, il y aura une différence, quelque chose changera. Alors, je tenais à vous dire que votre fils fait rarement en cours. Quand il vient, c'est pour faire n'importe quoi. Il embête ses camarades. Il me défonce pendant 15 minutes. Ma mère, pendant toute la réunion, elle dit rien. On sort de la réunion. Elle dit rien. Pendant le trajet jusqu'à la maison, on marche tous les deux, on a 30 minutes de marche. Elle dit rien. Juste à un moment, elle s'arrête. Elle sourit, elle repart, elle dit rien. On arrive à la maison. Elle dit rien. Je dis à mon père, je fais, papa, tape-moi s'il te plaît. Qu'on passe à autre chose. Vraiment, tape-moi. Vraiment. Je suis fatigué, tape-moi, vite, vite. Ma mère me dit rien. Elle me donne mon repas du midi, elle ne dit rien. Mais l'assiette devant moi, elle dit rien. Elle donne mon goûter le 4 heures, elle dit rien. Le soir, elle me donne mon dîner, elle dit rien. Mentalement, je suis cuit. C'était un samedi soir. Ce soir-là, il y avait la trilogie du samedi, je me souviens très bien. Charmed, Caméléon, Buffy. Je me souviens comme si c'était hier. Pendant tout, on regarde la trilogie, elle dit rien. À la fin, Buffy, c'est fini, il faut aller se coucher. Moi, je me lève du salon, je dis, bonne nuit maman, bonne nuit papa, à demain. Et là, je vais vers ma chambre et je me dis, bon, à chaque jour suffit sa peine. On verra demain, on verra demain. Je vais me coucher. Je commence à m'endormir. Il est 3 heures du matin. Elle ouvre la porte. Elle avait allumé juste une petite lumière. C'est qu'il y avait une ombre. Elle avait un foulard et un boubou. Vous visualisez une mère africaine, vous, hein? C'est un ninja que j'ai vu rentrer dans la chambre, moi. Je suis dans mon lit. Je suis comme ça. Ne bouge pas. Sa vision est basée sur le mouvement. J'avais mis ma couette au-dessus de ma tête, un pharaon. Personne ne dort comme ça. J'ai plus d'oxygène, je suis en galère. Je bouge pas. J'entends. Elle s'approche. Elle s'installe sur le bord du lit. Elle soulève la couette. Elle me dit, je sais que tu dors pas. Je reste dans le personnage. J'ai trop peur, je bouge pas. Elle s'approche encore plus. Sa bouche touche mon oreiller et elle me dit, mon fils, si je retourne dans ton école encore une seule fois, je te vends. Elle a remis la couette et elle est partie. Je suis en panique.
Et dans ma tête, je vous jure, j'ai qu'une seule question. Combien je vaux pour cette dame? Quelle est ma valeur? Ah ouais, j'ai été dur. Vous savez quoi? Quelques temps plus tard, je continue à faire des bêtises. Et je me dis, il faut que j'arrête. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Il faut que j'arrête. J'arrive pas. Quand t'es jeune, quand t'es au collège, lycée, t'es influencé par les autres. T'es dit, ouais, viens, enfin là, viens, on sèche le cours, viens, on vole ça. Tu te fais influencer par les autres. T'es un petit con. Et je me dis, il faut que j'arrête. À l'époque, je taguais. Vraiment un petit con. Et je me suis dit, et je réfléchissais, pourquoi on tague? Les gens, ils taguent, c'est parce qu'ils veulent que les gens se souviennent de leur blaze. Il y a une espèce de truc, regardez mon blaze, c'est très égocentrique. Et je me dis, il faut que, c'est une manière de se rappeler, il faut que je me rappelle pourquoi je ne dois pas faire de bêtises. Il faut que j'arrive à m'en rappeler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un marqueur que j'avais avec lequel je taguais et j'ai marqué maman sur ma main. Je vous jure, c'est vrai, j'ai fait. J'ai marqué maman sur ma main avant d'aller à l'école. Pour me rappeler pourquoi je ne dois pas faire de bêtises. J'arrive à l'école le premier jour. Ça marche pas. Je sèche les cours. Oh, ça part. Le lendemain, je réécris maman sur ma main. Le surlendemain également. C'est devenu presque mon rituel avant de partir à l'école. Je sens que vous m'avez trop, j'écris maman sur ma main. Au bout de 2-3 semaines, ça a commencé à marcher. J'ai commencé à me calmer petit à petit. Aujourd'hui, j'ai un master en finance, un autre en marketing stratégique. Je pense que c'est en grande partie grâce à ma mère. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Faiblesse, mon père. Allez, on y va, c'est bon. Ce monsieur ralentit le groupe depuis des années. C'est bon. Mon père, je l'aime. Ça aurait été un colis, je l'aurais renvoyé. Voilà. Il est dysfonctionnel dans son rôle. Il est pas fort. Je l'aime, mais il est pas fort, quoi. Mon père, je pense que ça aurait été un bon père de Néandertal. Dans une époque où il y avait des tigres à dents de sabre, des mammouths, des dangers permanents, il aurait été trop stylé comme père. Mais dans un monde où il faut communiquer, il a rien à foutre là. Ah ouais, il est nul en communication. Il dit, mon père, toujours quand j'étais petit, les hommes ne pleurent pas. T'es un homme, tu ne pleures pas. Les garçons, ça pleure pas. Les hommes ne pleurent pas. Il me tapait. Et il me disait, tu pleures pas? Bah arrête de me taper alors, hein. Tu sais que moins de douleur, moins de pleurs ou pas du tout? T'as pas eu SVT en 6ème, c'est mécanique, hein, vraiment, hein. Oh là là, l'homme dur. C'est une faiblesse, pour moi c'est une faiblesse d'être aussi dur. Et il avait une autre faiblesse, mon père. L'absence de lucidité. Je pense que le mot lucidité, je l'ai appris en découvrant mon père. Mon père, comment vous expliquer? Mon père, il est pas lucide. Il a 17 frères et sœurs, ok? C'est le vrai chiffre, j'invente même pas. Mon grand-père, il a fait 54 enfants, avec 5 femmes différentes. Il n'a pas fondé une famille, mais une ville directement. Avec les infrastructures, tout ce qu'il faut. Mon grand-père a fait 54 enfants. Mon père a 17 frères et sœurs. Actuellement, mon père ne parle à aucun de ses frères et sœurs. Et pour lui, c'est à cause d'eux. Eux, ils se parlent entre eux, hein. Mais ils lui parlent pas. Et pour mon père, c'est le problème. Vous voyez ce genre de personne ou pas? Oui, c'est comme un gars qui est en autoroute, en sens inverse, et ils sont tous fous. Non, c'est toi qui es taré. T'es dangereux, monsieur. Mets-toi sur le côté. C'est le père avec qui j'ai grandi. Mais mon père, avec du recul, c'est pour ça que c'est important, j'aime bien faire de la scène, je ne peux pas dire qu'il était... Je ne mettrais pas 0 étoile sur 5. Je en mettrais 2, quand même. Parce que mon père, avec mes sœurs, on lui avait trouvé un surnom. On l'appelait l'horloge cassée, mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne fonctionnait pas. Mais 2 fois par jour, il donne la bonne heure. Dans toute l'éducation, il y a des moments de génie. Franchement, il y a des moments de génie, quoi. Ah, c'est ça. La méthode d'éducation un peu violente et tout, je suis pas pour, évidemment, je suis pas pour. Mais, j'ai grandi avec 2 potes à moi, ils s'appellent Dominique et Julien, 2 blancs. La couleur est importante sur l'histoire. Leur père, je jamais, il avait une autre méthode, il les envoyait au coin. Vous connaissez cette méthode-là? D'envoyer les enfants au coin. Moi, quand j'étais petit, je les enviais. Je me moi aussi, je vais aller au coin. Je me fais défoncer à la gueule, ils vont au coin. Mais mettez-moi au coin, moi aussi. Il a trop bien ce coin-là, il y a des coins partout. Mais foutez-moi dans les coins. Je veux aller au coin, moi. Je vais au coin, mais je veux aller au coin. Et privez-moi de dessert, si vous voulez, mais mettez-moi au coin. Oh, ça, je les enviais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé Dominique et Julien. Ils sont bizarres, hein. Ah ouais, qu'est-ce qu'il aura? Ils sont devenus bizarres. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu te dis quand t'es un parent que t'envoies ton enfant au coin? Tu te dis que tu vas laisser son inconscient, son subconscient discuter entre eux et qu'à la fin, il va aller mieux? Je pense que les parents, c'est ce qu'ils se disent, hein. Moi, je pense pas du tout. Ça rend les gens fous. Ça rend les enfants fous. Pour moi, un enfant qui va au coin, ça donne ça.
Il m'a encore oublié dans le coin. Dors, maman. Je vais nous débarrasser de papa. J'ai mangé toutes les glaces et le mettre dans le congélateur. Oui, maman, je ferai de longues études. Mais pas pour devenir médecin. Non. J'irai travailler à la banque Rothschild. J'épouserai une femme qui te ressemble, maman. Je ferai de la politique. Et je deviendrai président de la République française. Moralité. Frappez vos enfants. Pour le bien du pays, s'il vous plaît. Allez, force. Force de ma famille, je suis l'aîné. Je trouve que ça a été une force. Est-ce qu'il y a des aînés par applaudissement? Ok. Où sont les aînés? Là, t'es aîné? Est-ce que tu as aimé ton rôle d'aîné? Ok. Pour quelle raison t'as pas aimé? Ok, c'est une très bonne raison. Très bonne raison. Franchement, la raison, depuis le début? Ok, d'accord, c'est noté. On va parler de quelqu'un qui est un peu plus heureux. Toi, ça va? Lui, il y en a à découdre. T'as aimé le rôle ou pas? Ok. Des gens heureux ou... C'est dur, aîné. On va pas se mentir, c'est dur comme job. C'est dur. Moi, je suis aîné de deux petites sœurs. Ça a été dur. Mais aujourd'hui, avec du recul, c'est une force. Parce que ça m'a appris des trucs. Ça m'a appris des trucs parce qu'aujourd'hui, je suis féministe. Aujourd'hui, c'est un mot qui est hyper à la mode. Mais j'ai toujours été comme ça. Pour une raison qui est très simple, c'est que j'ai été élevé par ma mère et j'ai élevé mes deux petites sœurs. Donc, j'ai toujours grandi avec cette phrase: ne fais jamais à une femme ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à tes sœurs. J'ai grandi avec cette phrase-là. C'est pas mal, je pense. Ouais, c'est cool. Le seul problème, c'est que j'ai été dépucelé à 24 ans. Et c'est ma soeur un jour qui m'a dit: frérot, faut baiser maintenant. Ouais. Faut baiser. Nous, on l'a fait depuis longtemps déjà. Va baiser. Nous, les filles, elles aiment bien ça. Fais-le bien, baise. Allez, baise un peu, toi. Oh là là. 24 ans pour un Antillais, c'est très tard. Très tard. Ah, 24 ans. J'étais toujours dans le respect. Je suis toujours. Mais j'ai appris que trop de respect, c'est possible. Je connaissais pas ce truc-là. J'étais là, est-ce que je peux? Tu dois, baise-moi. D'accord, madame, je vais vous baiser. Vous voulez que je rentre dans... D'accord, bon, j'arrive. Ah bah, j'étais très long, la matière. 24 ans. J'ai appris ça, j'ai appris quoi? J'ai appris la bagarre. Ça, j'ai pas voulu. Mais quand t'es frère, t'es aîné, parfois, t'as pas le choix. Vous connaissez cette phrase? Si tu m'embêtes, je vais te dire à mon frère. C'est moi le frère, en fait. Moi, je suis retrouvé dans des bagarres, j'avais rien à foutre là-dedans, moi. J'ai pris des coups, je sais même pas pourquoi. Parce que c'est tes petites sœurs, faut que tu les défendes. Et ouais, tu sais pas ce qu'elle a fait, la sœur. Ouais, mais elle l'a pas fait, t'es un menteur. Alors, tu sais très bien qu'elle l'a fait. Mais tu dois défendre, c'est la famille. L'aîné, tu dois défendre la famille. Il y a ce truc-là, un peu. C'est chiant. Après, je pense qu'aîné aujourd'hui, ça va. Il y a un moment à être aîné garçon, pendant très longtemps, ça va être une galère. Parce que pendant très longtemps, le rôle de l'aîné garçon était de défendre l'honneur de la famille. Mais quelle tâche de merde! Quel enfer! Vous vous rendez compte de défendre l'honneur de ta famille? C'est un enfer. C'est-à-dire qu'à l'époque, s'il y avait une de mes sœurs qui couchait avec un mec hors mariage, moi, le lendemain matin, je me retrouve dans une forêt, de profil, comme ça, avec un mec qui veut me tirer dessus derrière. Et t'es comme ça. Ça fait quand même 3 fois cette semaine, tout ça. Moi, je suis plutôt... Elle baisse. Elle fait ce qu'elle veut, mais faut me laisser tranquille, quoi. Quel enfer! Heureusement que ça n'existe plus, ça. Elle couche avec qui elle veut. J'adore ce sketch, personnellement. J'imagine trop en mode avec un gun comme ça. Force, pour moi, force, aîné. En tout cas, dans mon cas. Faiblesse de la famille. J'ai pris pas mal de temps à m'en rendre compte. Peut-être que c'est le cas de vos familles également dans la salle ce soir. Ma famille n'a pas de réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Ma famille ne connaît personne. Intégrer ma famille, c'est l'inverse d'intégrer la franc-maçonnerie. T'as accès à rien. Même en l'intégrant, tu perds des opportunités. Ça, c'est ma famille. Vous voyez ce genre de famille là ou pas?
Et ça, quand tu es dans ta famille, tu te rends pas forcément compte que en fonction de la famille où tu nais, tu n'as pas accès aux mêmes choses. Moi, quand j'étais jeune, j'enviais les gens des politiciens qui faisaient des emplois fictifs. J'ai dit, j'aimerais trop avoir des emplois fictifs. C'est-à-dire qu'ils trouvent des jobs à des gens qui sont nuls. J'aurais adoré, moi. Non, moi, c'était l'inverse. Comment je me suis rendu compte que ma famille ne connaissait personne? 3e. Stage de 3e. Ce moment est traumatisant pour un enfant d'une famille sans réseau. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis en 3e, il faut trouver le stage. Toute la classe, au cours de l'année, trouve un stage. Il reste 3 semaines. Je suis le seul qui n'a pas trouvé. T'as l'impression que t'es con. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas trouvé de stage, moi? Je vais voir ma mère. Ma mère, elle me dit, pourquoi t'as pas trouvé de stage? Pourquoi t'as pas trouvé de stage? Moi, je leur ai dit, parce que vous connaissez personne. Moi, j'ai 13 ans et demi, j'ai pas encore de compétences. C'est de votre faute. Je sais rien faire pour l'instant. Et ils se rendent compte, putain, ouais, c'est peut-être nous le problème. Hein, c'est peut-être nous le problème, quoi. Ma mère, elle dit de m'aider. Elle me dit, on va t'aider à trouver un stage. Elle m'a dit, samedi, imprime CV, lettre de motivation, on va au centre commercial, aux 3 Fontaines, là où j'ai grandi, vers Sergi. Pour ceux qui connaissent. Donc elle me dit d'imprimer CV, lettre de motivation. Je crois qu'il y a un truc que ma mère n'a pas compris. J'ai 14 ans. Je n'ai pas de compétences, madame. Je mets quoi sur mon CV? Je suis l'aîné. Voilà, c'est la seule compétence que j'ai. Je me suis battu 3 fois pour mes petites sœurs, voilà. Je fais ce qu'elle me dit. J'imprime 5 CV, 3 lettres de motivation. Pourquoi 3 lettres de motivation? Excellente question. Parce qu'à l'époque, j'avais une imprimante Epson Stylus C42. Vous savez ces imprimantes? Elles impriment, et après, c'est jaune fluo. Tu sais pas pourquoi. Les cartouches coûtaient cher. Je vais au centre commercial, 5 CV, 3 de motivation. Ma mère elle voulait que je m'habille bien. Elle m'avait mis un pantalon à pince, une chemise achetée chez Delaven. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est que vous êtes bien dans votre vie, sachez-le. Frère, si vous connaissez pas Delaven, c'est que ça va pour vous. Delaven, c'est les chemises, tu les mets, elles sont tellement sèches, tu peux pas plier les coudes. T'es comme ça, mais c'est pas normal. Je peux pas toucher ma poche. Qui c'est que ce truc? Il y a de l'enduit dans ce coude, c'est pas possible. Des vêtements, mon gars, tu les mets 3 fois, ils s'autodétruisent. Je vais avec ça. En plus, il faut savoir que moi, j'avais un physique très disgracieux quand j'étais plus jeune, parce que je faisais 50 cm de moins et j'avais la même taille de bras. On m'appelait Dalsim, pour ceux qui ont la référence. C'est l'autre dans Street Fighter qui a des bras très longs. Comment on m'appelait quand j'étais jeune? J'arrive avec ma chemise en papier peint, j'arrive comme ça avec ma pochette, et je dois trouver un stage. Mentalement, je suis pas bien. Ma mère, elle vient avec moi, elle me donne une bouteille d'eau cristalline, un sandwich. Elle me dit, il était 9h30, elle me dit, avant 16h, tu auras trouvé un stage. Oui, maman. Elle me dit, je vais chez ma tante, chez ta tante, à tout à l'heure. Et elle me laisse. Je dois me débrouiller. Je sais pas, je suis un peu motivé. Je dis, je vais trouver. J'arrive. Au début de la journée, t'es un peu confiant. Tu dis, je vais trouver et tout. Tu vises les meilleures enseignes. Tu dis, si, c'est bon. Tu vises Darty, Fnac, Boulanger. Tu te dis, ils ont des télés. Je vends des télés. On a un point commun, j'adore la télé. On va trouver. Donc t'arrives. Bonjour. Est-ce que vous cherchez un stagiaire, s'il vous plaît? Non? D'accord. Bonne journée. Bonjour. Attendez. J'ai un CV parce que je cherche un stage. Vous? Non? D'accord. Excusez-moi. Non plus? D'accord. Il est 11h. J'ai mangé 10 râteaux. Je baisse mon niveau d'exigence. Je vais chez La Foire Fouille. Jennifer. Action. Que des magasins comme ça. Bonjour, vous cherchez pas un stage? Non? D'accord. Bonjour. Est-ce que vous... Non plus. D'accord. Bonjour, je cherche un stage, je suis en 3e, mais... Non? D'accord, c'est pas grave. Bonne journée à vous. Il est 13h. J'ai mangé 30 râteaux. Je commence à avoir faim. Le sandwich qu'elle m'a donné me donne pas très envie. Je suis chez McDo, KFC, Quick, dans tous les restos, je me dis, je vais demander un stage et un burger. On tente. Tout le monde me dit non. Je vais me manger mon petit sandwich, je bois ma petite bouteille d'eau et tout, je me pose sur un banc. Et je suis pas bien, je me dis, putain, j'ai à peine 14 piges et je me fais recaler par tout le monde, quoi. Mentalement, c'est dur, quoi. Je lui dis, à 14h, j'y retourne.
Et j'ai compris un truc, c'est que, en général, les commerces où ils ont le siège qui est loin, qui sont des enseignes, ils prennent pas trop parce que c'est pas eux qui décident et tout. Donc, je me dis, je vais aller voir des commerces plus indépendants. Je vais voir des fleuristes, des coiffeurs. Ils me prennent pas non plus. Je vais voir des kebabs, parce que je me dis, on se ressemble. Ils avaient déjà pris leur cousin, donc ils prenaient pas non plus. Franchement, j'y crois plus. J'y crois plus et tout. Je rentre dans des trucs comme un fantôme, je suis comme ça. Non, hein, c'est sûr. Je sais que non. Non plus, c'est pas grave. Ah, moi, je rentre dans un cordonnier, serrurier. Je fais des doubles de clés. Je rentre sans aucune envie et tout. Je dis bonjour. Vous cherchez pas de stagiaire. Hein. Et le gars, il me regarde, il me fait ah si. Je dis, oh. Oh, ok, d'accord, super. Et là, il me regarde, il me fait tu veux travailler en serrurerie? Qu'est-ce qui te motive? J'ai 14 piges. Je dois montrer que je suis motivé à faire des doubles de clés. C'est chaud, hein? C'est pas si facile que ça, c'est pas si facile que ça, hein? Là, mon cerveau, il va vite. Il dit, j'adore les clés. Tout ce qui est les cadenas, les serrures, j'adore ça, moi. J'ai des doubles de clés. J'adore. Dans Fort Boyard, le nain qui fait ça avec les clés, c'est mon préféré. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Il voit bien que je dis n'importe quoi. Il fait, t'as pas l'air motivé. Il dit, il me prend pas. Putain. Il est 16h. Ma mère revient. Elle me dit, t'as trouvé un stage? Je fais, non, maman. Tout le monde m'a dit non. Elle voit que je suis triste. Je suis pas bien. Elle me dit, ok, fils. Lundi, on va aller à la mairie et tu vas dire que t'es un habitant de la ville et que t'as pas trouvé de stage et que t'as besoin d'aide. Je suis sûr qu'ils vont t'aider. Je dis, putain, t'aurais pu me le dire avant. Hein. Je vais à la mairie avec ma mère, le lundi matin. Je dis que j'ai besoin d'un stage. Ils m'ont trouvé un stage. J'ai été dame de la cantine pendant 2 semaines. Ma première activité professionnelle, c'est dame de la cantine. J'ai porté une Charlotte. On m'a appelé Charlotte pendant 3 ans à l'école. Et c'est là, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai putain, en fonction de la famille dans laquelle tu nais, t'as pas accès à tout. Et là, ce jour-là, je me suis dit, il va falloir que je me débrouille tout seul, moi, hein, putain. Donc voilà. Vous savez, ça avait été pour vous les stages trouvés? Si ça a été, vous êtes dans une bonne famille, hein, sachez-le. Voilà. Faiblesse, on est d'accord, c'est une faiblesse. Force, famille. Créativité, la créativité dans la famille. Dans les prénoms. Pendant longtemps, je pensais que c'était une faiblesse, mais finalement, c'est une force. Vous avez entendu comment je m'appelle ou pas? Je m'appelle Certes. Okay. C'est mon prénom. Mon prénom, donc c'est vraiment Certes, c'est pas un nom de scène. Ça s'écrit C-E-R-T-E. Mon prénom, c'est un adverbe avec une faute d'orthographe. C'est le prénom que mes parents m'ont donné depuis que je suis né. J'en ai voulu à mes parents toute ma vie. Je me dis, c'est pas possible d'appeler un enfant comme ça. Aujourd'hui, je ne leur en veux plus. Parce qu'en fait, en Haïti, c'est culturel d'avoir des prénoms originaux. Mon grand-père s'appelle Lérisson. J'ai un oncle, il s'appelle Fisté. Je l'ai appelé Tonton Fisté toute mon enfance. Ma petite sœur, je l'aime plus que tout au monde. Elle s'appelle Gwynline Emanette. J'invente rien du tout. Je vais vous l'épeler. Ça s'écrit G-W-E-E-N-L-E-M-A-N-E-T-T. On l'a pas scolarisé, ma petite sœur. Tu peux pas envoyer cet enfant à l'école, pour plein de raisons apparentes, évidemment. J'en ai voulu à mes parents pendant trop longtemps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ma famille, ils ont grandi, ils sont nés en Haïti. Moi, je suis né en France, avec le prénom Certes. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, avec le prénom Certes. Tu grandis en banlieue, tu t'appelles Certes, t'es une offrande pour les autres enfants. T'es un cadeau, même le gros de la bande se fout de ta gueule. Certes, c'est trop dur à porter. Et puis surtout, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a un truc qui est assez intéressant sur la banlieue. Il y a plein de gens qui critiquent la banlieue, mais il y a plein de trucs qu'il n'y a pas à Paris. La créativité dans les surnoms. Les banlieusards sont créatifs pour trouver des surnoms. Les Parisiens, beaucoup moins. Hein. Aujourd'hui, j'habite à Paris, j'ai un pote qui s'appelle Nicolas. D'après vous, comment on l'appelle? Nico. Wouhou. J'ai une copine qui s'appelle Lucie. D'après vous, comment on l'appelle? Lulu. Wouhou.
Ok, retournons vers Cergy, là où j'ai grandi. J'ai un pote d'enfance, il s'appelle Giovanni, il est italien. Et le pauvre, il lui manque 3 dents devant. On l'appelait Al Pacino. Ça, c'est créatif. Ça, c'est créatif. On l'a appelé Al Pacino toute son enfance. Moi, on m'a appelé Certefesse toute mon enfance. Ça, c'est créatif. Ça, c'est pas pareil. Là, il y a un peu de vibe, il y a un peu de jeu de mots. Hein, c'est pas pareil, hein. Lulu. Ta gueule, Lulu. Certefesse, c'était mon surnom, putain. Quel enfer. Mais ça forge le caractère. Aujourd'hui, franchement, je suis content d'avoir mon prénom. Ça forge le caractère. Vous n'êtes pas d'accord. Je me sens que vous n'êtes pas d'accord. Ça forge. En fait, quand tu as un prénom très original comme le mien, soit tu forges le caractère, soit tu deviens un tueur en série. Il n'y a pas de possibilité. J'ai pas encore choisi. Pour moi, c'est une force. Ah, bah, c'est une force. Autre petite faiblesse de ma mère. J'ai beaucoup glorifié ma mère. Franchement, elle est incroyable, cette dame. Mais une petite faiblesse, c'est qu'elle me disait toujours, quand j'étais petit, d'être gentil. Ça, c'est un truc des mères. Sois gentil. Faut que tu sois gentil. Faut que tu sois un gentil garçon. Tu me promets d'être un gentil. Quand tu grandiras, tu dois rester gentil. Et ça a toujours vraiment la tête. Sois gentil, sois gentil. Maintenant, on est adultes là dans la salle, mesdames et messieurs. On est d'accord qu'il faut d'autres compétences pour survivre, non? Gentil, c'est même pas dans le top 3 des compétences à avoir, hein. Maîtriser le pack office est plus utile que gentil, sachez-le, hein. Et gentil? Qu'est-ce que tu veux foutre avec cette qualité-là? Dans le monde qu'on a créé, gentil, je sais pas. Non mais franchement, c'est presque devenu un défaut d'être gentil. C'est pas moi qui ai choisi, mais dans le monde qu'on a créé, gentil, quelqu'un qui est trop gentil, c'est suspect. Tu te dis, mais pourquoi il est gentil comme ça, lui? Pourquoi il sourit tout le temps? C'est sûr qu'il doit cacher un truc, c'est pas normal. Ben non, t'es un connard et il est sympa, c'est vraiment ça le truc, hein. Trop gentil, c'est fou. On est dans un monde où trop gentil, c'est dangereux, quoi. C'est un peu dur à admettre, mais tout le monde voit qui est Jésus. Ouais. Sandalettes, cheveux mi-longs. Il est né en fin d'année. Vous voyez quel gars? Il est connu, quoi. Le J, quoi, il est connu. Le J originel, pas le Marseillais en claquettes chaussettes. Le vrai J. Après, les deux portent des claquettes. Bon, bref, on avance. Jésus, je trouve que c'est l'exemple ultime, tant que je suis papa et tout, quand je pense à la gentillesse, à tout quoi transmettre à mon enfant, c'est quand même l'exemple ultime qui montre que l'humanité, on peut lui faire confiance quand même. Hein. Imagine un instant, ce monsieur il y a à peu près 2000 ans, il arrive sur Terre. Il arrive sur Terre, souriant, bienveillant, gentil. Il va voir les gens en leur disant « Bonjour à tous ». Je suis sûr que Jésus avait la voix de Paul Mirabel, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il devait parler comme ça. Je suis le Fils de Dieu. Je suis là pour prêcher l'amour et aider mon prochain. Ils l'ont attrapé. Voilà. Il disait quoi déjà? Voilà. Mais vous vous rendez compte avec du recul, ce monsieur il est venu en paix, ils l'ont cloué, je trouve ça incroyable. Jésus était tellement gentil, sa dernière phrase avant de mourir, c'était « Mon père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce niveau de gentillesse, là, il ne sera plus jamais atteint, oublié, hein, vraiment. Hein. Et eux, ils devaient être comme ça. « Frérot, on sait très bien ce qu'on fait. Hein. » Il ne bougera plus. Allez, on en était. Quelqu'un veut un verre de vin? C'était la dernière blague sur Jésus, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu vos bouches ouvrir et vos fesses se fermer. J'ai senti l'effet. J'ai senti, oula, c'est marrant, mais oulala. Ah là là. Je vais vous dire un secret. Quand j'ai trouvé cette blague il y a quelques mois de ça, j'étais mort de rire tout seul. Je me souviens, j'étais dans un café. Et souvent, les humoristes, on se cale dans un café, on écrit et tout. Et là, je vois mon café, ma cuillère à côté. Et là, je trouve la blague sur Jésus. Et là, je prends ma cuillère et je fais. Je me dis, attends, mais c'est hilarant ce bruit. Quand je vais leur raconter, ça va être trop marrant. J'ai trop hâte de la raconter sur scène. Le soir, je vais en comedy club et tout. Et là, je fais la blague. J'ai envie de faire la blague. Et là, je n'ai pas osé. En fait, je me suis dit, est-ce que je risque pas ma vie pour cette blague de merde? Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup, cette blague? J'ose pas la faire. Et je raconte à des potes humoristes. Et je dis, putain, c'est une blague et tout. Fait, putain, il est trop marrant, faut que tu la fasses, mec.
Le lendemain, j'ose pas la faire. Pendant une semaine, j'ose pas la faire. Je me dis, putain, un peu touché et tout. Et je vous donne la réflexion que j'ai eue. Bon, vous avez la réponse, hein, je l'ai fini. Hein. Je l'ai faite. Hein. En fait, je me suis dit, actuellement, s'il y a bien un club que tu peux un peu taquiner, c'est bien les catholiques. Voilà ce que je me suis dit à la fin. Ce club perd des abonnés. Voilà, soyons honnêtes un instant. Unfollow, 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 unfollow. Il y a des catholiques par applaudissement dans la salle? Et une bonne dizaine, c'est pas mal, c'est pas mal. Je repose la question un petit peu différemment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés par applaudissement? Ouais, le problème des catholiques, la fidélisation est catastrophique. Hein. Ouais, ce club doit se remettre en question quand même. Hein. On est 150 millions à la base, il en reste 4 à la fin. On dirait Squid Game, le catholicisme. La religion d'ailleurs, c'est familial. Hein. Qu'est-ce que c'est familial, la religion? Souvent on dit cette phrase, ouais, la religion c'est personnel, c'est pas vrai. La religion c'est pas personnel, c'est familial. On prend la religion de notre famille. Ça a toujours été comme ça. T'as jamais vu une famille, t'as 4 enfants, t'as 3 musulmans et un bouddhiste au milieu. Ils sont tous là, salam alaikum, et lui il est là, namasté, namasté mon frère, namasté, namasté. T'as jamais vu ça. Tu prends la religion de ta famille. Donc moi je me dis, quelle religion je vais donner à ma famille, à une nouvelle famille? Je redis le catholicisme, mais je suis haïtien. Il y a une autre religion en Haïti, pas très connue du grand public. Vous connaissez la religion haïtienne? Ah, j'ai cru l'entendre, ouais. Tout à fait, le vaudou. Vous voyez ce que c'est le vaudou ou pas? Le principe est assez simple. Tu jettes des sorts sur les gens te renvoient des sorts. C'est Harry Potter sans budget, globalement. C'est à peu près ça. Mon idée, c'est à peu près ça. À peu près ça. Ce qui est intéressant avec le vaudou, c'est que tous les Haïtiens y croient. Dès qu'il arrive un truc négatif dans la vie d'un Haïtien, il pense qu'on lui a jeté un sort. L'Haïtien se remet jamais en question. C'est jamais sa faute. Tous les ans, quasiment tous les ans, je vais en Haïti. Quasiment tous les ans, je vais en Haïti. Tous les ans, ma grand-mère, elle me dit, mon petit-fils, sache que si je meurs demain, c'est qu'on m'aura jeté un sort. Mamie, t'as 102 ans, hein? Si tu meurs demain, bah, c'est que c'est l'heure, ma grande, hein? T'as 2 fois l'espérance de vie du pays, c'est déjà pas mal, non? En plus, c'est elle la plus vieille du village. Pour moi, c'est elle qui jette des sorts sur tout le monde, mais c'est que mon avis personnel. Mais intéressant, religion, le vaudou. J'ai souvent, je pense, critiqué quand j'étais plus jeune et tout. Aujourd'hui, je suis adulte et j'ai fait mes recherches personnelles. C'est hyper intéressant. En fait, c'est une religion basée sur les animaux, la nature et les ancêtres. En fait, une cérémonie vaudou, c'est demander à la nature et aux ancêtres de protéger la famille. C'est pas mal, finalement. Dans un monde aussi fou qu'on a, c'est bien d'avoir une bonne mutuelle, mais si les ancêtres peuvent te donner un coup de main, c'est quand même pas mal, non? On prend. Donc, peut-être en parler un peu à mon fils. Voilà. Je vous ai dépeint la famille dans laquelle je viens, les forces et faiblesses. Maintenant, à mon tour de faire une famille, voir les opportunités et menaces. Il y a beaucoup d'opportunités pour fonder une famille aujourd'hui, je pense, par rapport à avant. Surtout pour les enfants. Les enfants, il y a plein d'opportunités pour eux. Il y a un truc qui est trop bien pour les enfants aujourd'hui. Il y a une espèce de convention universelle qui dit que tu dois aimer ton enfant. Ça paraît évident. Mais c'est récent de fou, cette histoire. Hein. L'essentiel des enfants qui sont nés depuis le début de l'humanité, l'amour était optionnel, hein, vraiment. Hein. Aujourd'hui, il y a des phrases genre « passe du temps avec ton enfant, profite, ça passe tellement vite ». C'est des belles phrases. Moyen-Âge, pas sûr qu'on entendait ça. Hein. Moyen-Âge, le gars, il est au travail, il revient, il en manque pas, hein? Oui, il a une otite, il est mort. Ah merde, bon allez, on avance. À Moyen-Âge, je te déconseille d'aimer ton enfant, quoi. Ah ouais. Aujourd'hui, t'as le temps. Tu peux discuter dans les différents stades de la vie des enfants. Bébé, nourrisson, bébé, enfant, pré-ado, ado, jeune adulte. C'est beau. Pendant très longtemps, tu passais de nourrisson à travailleur très rapidement. Hein. Donc c'est pas mal, je trouve ça assez cool. Le truc qui est plus difficile pour les parents aujourd'hui, je pense, quand tu formes une famille, c'est que tu peux pas mentir aux enfants. Ça, c'est chiant. Là, je pense qu'on a tous été élevés dans le mensonge. On n'avait pas Internet pour vérifier. On faisait confiance à nos parents. On se dit, ils nous ont mis au monde, on leur fait confiance. Non, faut pas faire ça. Moi, il y a 2 semaines, j'ai découvert un truc, et ça m'a choqué. Quand tu louches et qu'il y a du vent, tes yeux vont pas rester bloqués, en fait. Hein. Vous avez vu ce mensonge, vous aussi? C'est incroyable. C'est fou de mentir comme ça, nous ont tous menti comme ça. C'est quand même incroyable, cette histoire. Vous savez que la carotte, ça rend pas aimable, en fait. Hein. Ébranler, ça rend pas sourd, c'est pas vrai.
J'entends très bien tes deux oreilles, personnellement. Les gars, on est d'accord, on n'a pas de problème d'audition ce soir. Bah, continuons de branler, quoi. Putain, les parents mentaient, quoi, à l'époque. Tu peux plus mentir à un gosse comme ça. Ah, donc c'est quand même une opportunité. Il y a des trucs qui sont pas mal. Aujourd'hui, tu peux discuter. La famille, elle discute un peu plus. Il y a le psy. Par plus bon, qu'est-ce qui a déjà été voir un psy? Ok. Il y a plus de gens qui vont voir le psy qui croient en Dieu. C'est noté. Intéressant. Je trouve ça intéressant. Parce qu'à l'enseigne, il n'y avait pas ça. Moi, mon père, il n'avait pas eu de psy, ça se voit. Hein. Mon père, son psy, c'était le bar tabac PMU. Et d'ailleurs, je critique pas cet endroit. Pour moi, c'est le psy des hommes pauvres. Hein. Et c'est là-bas qu'il parle. Mon père, il avait des problèmes. Il dit, je reviens. Il allait au bar tabac. Il revenait encore plus de problèmes. Le psy, moi j'ai un pote qui va voir le psy. Aujourd'hui, tu peux voir le psy en famille. Si tu as des problèmes familiaux, tu peux aller voir le psy en famille. Mon pote, il a mon âge, 39 ans. Il est parti voir le psy avec ses parents, ses grands-parents et ses enfants. 4 générations, c'est le psy. C'est pas un psy, c'est un magicien à ce niveau-là. Hein. C'est professeur Xavier. Qu'est-ce qu'il fait? 4 générations. En plus, le psy, qu'est-ce qu'il va te demander? Il va dire, oui, d'après vous, quelle est la source de vos problèmes? Je sais que c'est un peu dur à dire, donc essayez de mettre le doigt dessus. C'est là. Juste là, quoi. La source, elle est à côté de moi, quoi. Mais c'est une opportunité. Ça nous permet de discuter un peu plus. Autre opportunité. T'es pas obligé de te marier. Pour moi, c'est l'opportunité. Et les gens mariés par applaudissement. Je suis pas contre le mariage. Il y a le Pax. Il y a les gens paxés. Ok. Pax, moi, je trouve ça pas mal. Hein. Il y a un petit côté CDD. Il y a un petit côté pédiluve. Tu vois ce que je veux dire? Avant, tu étais dans le grand bain. Ah, elle est trop chaude. Il y a un petit côté pas mal. C'est pas mal le pack, ça. Je te jure, te dépaxer, c'est trop simple. C'est plus dur de se désabonner de Canal+ que de se dépaxer. Hein. Non, parce que le mariage, son mariage, c'est engageant, quoi. C'est bien, c'est beau. J'ai d'amour, c'est beau. Mais c'est engageant de fou, parce que c'est pas juste 2 personnes qui se marient. C'est 2 familles qui se marient, qui se fusionnent. C'est chaud. Surtout pendant très longtemps, les mariages étaient arrangés. Pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il y avait 2 familles qui discutaient entre elles. Et ils les accordaient pour les 2, là, les 2 petits jeunes. S'ils s'aimaient, c'est tant mieux pour eux. S'ils s'aimaient pas, on s'en fichait. On est mariés quand même. Et donc, ça fait que ça tenait parce que les familles tenaient le truc. J'ai pas dit que c'est bien, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est littéralement l'inverse. C'est 2 personnes qui s'aiment, et au bout d'un certain temps, quand ils s'aiment bien, quand ils sont sûrs de s'aimer, donc il y a des mois, voire des années parfois qui veulent passer, ils présentent la famille. Donc toi, t'es tombé amoureux d'une personne, et au bout de 2 ans, il y a 50 personnes qui arrivent de nulle part. Ils sont avec toi, là? Ah merde! Ok, d'accord, mais vu que t'aimes la personne, donc tu dois prendre l'équipe qui va avec. Et je me suis rendu compte d'un truc sur les familles. Les familles, elles ont 2 visages. Le visage extérieur, où elles font semblant d'aller bien, où tout le monde est cool. Le visage que vous avez ce soir. Et le visage à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que ma famille... Comment je me suis rendu compte de ça? C'est que ma famille, elle ment. Toutes les familles mentent. Comment je me suis rendu compte que ma famille mentait? Quand ma copine, la première fois qu'elle est venue chez mes parents, donc pour la présentation des parents, elle arrive donc chez mes parents, déjà mon père a mis Arte. Le mensonge commence là. Hein. Le mensonge, il est là. Il a démarré là, le mensonge. Il a jamais mis cette chaîne de sa vie entière. Et d'un seul coup, la reproduction des diplodocus l'intéresse. C'est un menteur, ce monsieur. Quel menteur! Ma mère avait fait du pot-au-feu. Mais quelle menteuse! J'ai jamais mangé ce plat de ma vie. D'où viennent ces verres en cristal? J'ai jamais vu. Les familles mentent. Mes sœurs, elles se sont habillées ce jour-là, pareil. Pour montrer qu'elles sont complices. Et genre, ouais. Elle rigolait et tout. Ma copine, on sort de chez mes parents. Elle fait, ta famille, elle est incroyable. Mais c'était pas eux, en fait. Je ne les connais pas. Je ne connais pas ces gens-là. Je suis désolé, j'aurais bien aimé te dire oui, mais je ne sais pas qui sont ces personnes. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Les familles, elles mentent. Et après, les vrais visages se dévient. D'ailleurs, il y a un truc que je ne fais plus en famille, moi. Les repas de famille, j'ai arrêté ça. Arrêtez tous. Ou si vous en faites, mettez un sablier avec le temps qui coule et au bout de 1h30, rentrez chez vous. C'est quoi ces réunions de famille? C'est des repas qui durent trop longtemps. Il y a un truc que je suis l'impression qu'on n'a pas compris. Tu te mets dans une pièce avec des gens que tu connais depuis le début. Il y a de l'alcool.
C'est de la télé-réalité. Comment tu veux que ça se termine bien, cette histoire? Et nous, continuons, on y retourne. C'est encore embrouillé. Arrête d'y aller. Il faut que ça dure 1h30 maximum. Pas plus de temps. Moi, ma famille, je l'aime. Mais sur une durée précise. Moi, quand je vous donne 2-3 secrets. Quand je vais chez mes parents, ok. Dès que j'arrive, je dis, je dois prendre le train de 18h54. Je vais vous donner un secret. Il n'y a pas de train à 18h54. Je préfère attendre 1 heure à la gare tout seul que rester avec eux. Parce que je les aime. Parce que je les aime. On limite le temps. Ah, vous réfléchissez, il n'y a pas de tort ce con. Hein. Non mais sérieux, il y a de l'alcool. L'alcool, on a l'impression qu'on oublie quel effet ça fait. Au bout d'un moment, les discussions vont être « Tu m'as jamais aimé !» Oh, pourquoi tu l'as allaité 6 mois et lui 8 ? Oh, on s'en fout. Oh. L'alcool, ça rend bête. C'est pour ça que ça finit souvent en embrouille. J'ai un pote musulman enfin qui me dit « Ouais, mais nous, on boit pas d'alcool, pourtant on s'embrouille également. Vous, il y a trop de sucre dans vos repas. C'est pareil. Au bout de 13 cornes de gazelle, il y a trop de glucose dans ton corps. C'est le même effet. Vous avez déjà vu un enfant qui a trop de sucre dans son corps ? C'est pareil. Il faut limiter la durée. Mariage, je suis pas contre. Mais je suis pour cette phrase. Mariage pluvieux, mariage heureux. Vous connaissez cette phrase ? Beaucoup de gens pensent que c'est par rapport à la pluie. C'est pas lié à la pluie. C'est pluvieux, en 2 mots, dans le temps, à l'âge. Moi, je suis hyper d'accord avec cette phrase. Je vais me marier à 70 ans. J'ai réfléchi très longuement. J'ai fait le mariage quand j'avais la vingtaine. Je n'ai pas été au bout. Parce qu'en fait, quand tu te maries jeune, il y a les papillons dans le ventre. Il y a la passion. À 70 ans, c'est des vers solitaires. C'est un autre délire. À la vingtaine, quand tu vas te marier, il y a de la passion. Tu veux impressionner des gens, tu veux impressionner la personne avec qui t'es, tu veux que ce soit beau. Et ça se transforme en budget, cette merde. 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 euros pour un mariage. Pour moi, un mariage, c'est un bitcoin avec une robe blanche. Ça peut être bien, mais c'est risqué comme investissement. 70 ans, c'est moins risqué. 70 ans, ça va aller au bout. Hein. Tu regardes ton partenaire, on finit le chemin ensemble. Allez, go, c'est parti. Hein. T'es éclaté, je suis éclaté. Donne-moi la main. Allez, avance. Ah, il y a moins de compétition. 70 ans, le mariage, le budget est moindre. Il y a moins d'invités. C'est mécanique. On invite GG. GG viendra pas. Franchement, GG viendra pas, quoi. Mon invité, ils ont plus de chico, donc compote pour tout le monde. Fuck la pièce montée. Et 23h, tout le monde au lit. Pas de DJ. Et voilà, c'est une bonne soirée. Moi, je veux ça. Ah, vieux, c'est bien. Intéressant d'ailleurs, vieux, dans une famille. Les vieux, intéressant dans une famille. Grands-parents, intéressant. Grands-parents, rôle intéressant. Hein. Et les grands-parents par applaudissement ? Pas tant que ça. Mais j'aime bien votre rôle, il est cool. Hein. Ah, mes parents sont grands-parents. Putain, ils se régalent. Ils se régalent. Ils ont changé de personnalité. C'est d'autres personnes. On dirait Jarod dans le Caméléon. C'est d'autres personnes. Ils ont changé. Mes neveux, mes nièces et mon fils aiment trop mon père. Il est trop cool, papy. Non. Non. Ah non. J'ai pas mal de souvenirs stockés. Mon bilan est pas ouf, hein. Vraiment. Hein. Mais toi, t'es pas un connard, donc tu dis rien. Des fois, on est avec mes sœurs et on regarde mon père et tout en train de jouer avec mes neveux et nièces. On leur dit ou pas? Il les emmène à Disneyland, au McDo. Il fait des trucs incroyables. Nous, que dalle. La fois, on va voir mon neveu, il fait du jiu-jitsu et on va au combat du jiu-jitsu avec mon père, moi et mon neveu. Okay, il a 14 ans. Il y va, donc c'est le fils de ma sœur. Et on va à la compétition, il se fait laminer la gueule. Chaque combat, il se fait défoncer. Franchement, on regarde, oh là là, c'est chaud. Franchement. On va demander un test ADN quand même. Hein. Il est chez nous, lui, putain, oh là là. Il se fait défoncer. Moi, je ne sais pas quoi dire. Mon père, il appelle mon neveu, il fait Noah, viens voir. Sache une chose dans la vie, mon petit-fils. Dans la vie, mon fils, on perd jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Mon père, il cite Mandela. Comment on en est arrivé là? Moi, 14 ans, pareil, mon père il fait si défonce, je te défonce aussi. Il a changé une génération, le monsieur, hein? Intéressant, personne âgée. Je parlais avec un vieux monsieur à côté de chez moi. Je suis avec mon fils, je me promène, et il vient me parler à 94 ans. Okay, je le vois assez régulièrement. Et il vient nous voir, et il nous voit, mon fils dans la poussette, et il me dit vous êtes mignon avec ton fils, j'espère que ton fils et toi, vous respecterez les anciens de votre famille. Parce que je trouve que notre société ne respecte plus les anciens. Il me dit ça.
Je dis bonjour monsieur, commençons par là. Et ça me trotte dans la tête. Est-ce que c'est vrai qu'on respecte plus les anciens? Je me pose cette question. Est-ce que c'est vrai qu'on respecte plus les anciens? Je pense que c'est pas tout à fait ça. Je pense que avant, il y avait moins d'anciens. Il n'y avait qu'un Dumbledore par village. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Dumbledore dans les villages, quoi. Et ça change la donne. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est la vie qui est comme ça. C'est qu'en fait, notre espèce humaine a une espèce de défaut. On ne respecte, on ne donne de la valeur qu'à ce qui est rare. On donne de la valeur à ce qui est rare. Avant, te dire qu'à 70 ans, c'était un miracle. Il y avait un côté Highlander presque. Donc, on mettait de la valeur sur les anciens. Aujourd'hui, tu as une bonne mutuelle interpayante, tu tiens jusqu'à 100 ans, normalement, franchement. Donc, c'est ça qui a changé. C'est ça qui a un peu changé. Et donc, je dis ça au monsieur, je fais, en fait, monsieur, aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez 94 ans qu'on va vous respecter, ça ne se suffit pas. Il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes âgées. C'est ce que vous avez fait de votre vie, dans votre famille. Quelqu'un qui a 22 ans, il peut être plus respectable que quelqu'un qui a 100 ans. Je lui dis ça lui plaît pas du tout. Il fait, mais quand même, j'ai fait la guerre. Le joker ultime pour les vieux. Toujours fait la guerre. Quand tu les écoutes, on dirait qu'ils ont tous porté Jean Moulin sur leur dos. J'ai fait mes 68. Oui, c'est bon, ouais, tranquille. Il se la pète avec mes 68 d'ailleurs. Hein. Je trouve pas ouf. Pas impressionnant. Serait ça impressionnant, vous, mes 68 hein? Déjà, ça se passe en mai. Tu sens qu'il y a un côté bonne vibe. Tu me dis, ça fait novembre 68, ça a l'air chaud. Mai 68, on dirait un barbecue qui a mal tourné, franchement. Arrête. Me la fais pas, papy, me la fais pas. Donc, je discute avec lui. Et on se challenge et tout, c'est un peu intéressant. Il me dit, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Parce que c'est vrai que mes petits-fils, ils n'aiment pas forcément me voir et tout. Je fais, déjà, il y a une phrase que vous me dites assez régulièrement quand on se croise, il dit, c'était mieux avant. Il me dit tout le temps, c'était mieux avant. Je lui dis, arrêtez de dire cette phrase-là. C'est pas vrai, c'était pas mieux avant. En fait, vous dites une phrase pour des gens qui n'ont jamais connu cette époque, ils ne pourront jamais dire que c'était le cas. On n'était pas là avant. Donc on ne peut pas dire que c'était mieux ou pas. Donc arrêtez de la dire, ça frustre les personnes en face de vous. Il me dit, ok, d'accord. Je lui dis, dans ce cas-là, essayez de comprendre ce qu'ils font, vos petits-enfants, discutez avec eux, voir ce qui les intéresse et tout. Il me dit, ok, t'as peut-être raison. Franchement, ça me fait plaisir, il m'écoute. Je le revois 2 jours plus tard. Il avait installé TikTok, ce con. Il fait, regarde, tu les connais, les Kardashians? Je fais, ouais, frérot, c'est vraiment pas le mieux de notre humanité, enlève ça. Les vieux, ils mettent des boules comme ça. Mais ça m'a posé la question, je me suis dit, je suis papa maintenant et tout, j'ai la quarantaine. Quel grand-père je serais? Normalement, si tout va bien, je serais grand-père. Et ça me pose vraiment cette question-là. Quel grand-père? Et je me suis visualisé le grand-père que je voulais être. Je pense que c'est pas mal qu'on visualise la personne âgée qu'on veut être. Pour éviter de devenir le vieux con à un moment où on ne s'est pas rendu compte. Ou la vieille tante relou. On se rend pas compte quand on devient ça. Hein. C'est bien de visualiser où on veut aller, comme ça évite de se perdre en chemin. Et j'ai vu le vieux que je voulais devenir. Je voulais devenir Vous voyez dans les films américains? Les vieux noirs, là, les vieux hommes noirs, sur les perrons. Chez la bascule. Ils écoutent du jazz, vous voyez, genre des gars. Ils ont une pipe en bois, vous savez. Dedans, c'est de la weed, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ils sont détendus. Ils ont la voix de Morgan Freeman. C'est ça que je veux comme vieux. Je veux être ce vieux-là. Je veux que mes petits-enfants, ils viennent me voir parce qu'ils ont envie de venir me voir, parce qu'ils sont obligés. Parce que j'ai des trucs à leur raconter. Et je me dis, donc je fais attention, je reste connecté un peu à la jeunesse. Pour ça, j'invite des petits jeunes, j'ai 40 ans, je pourrais être le père de Pierre. Mais c'est important de rester connecté. Je me suis dit ça. Et je me suis posé une question. Le jour où mon fils est né, quand ma nouvelle famille a commencé, je me suis posé cette question, je me suis dit, à quoi ça sert une famille? Quel est le but? J'ai une famille, qu'est-ce que je dois en faire? J'ai un rôle dedans à jouer. Je me suis vraiment posé littéralement cette question. Avec ma copine, on s'est posé cette question. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cette famille? Est-ce qu'on surfe dans la vie comme ça, sans objectif, sans savoir un truc? Je ne dis pas d'avoir un objectif financier, c'est pas ça du tout. Mais quelle est la direction dans laquelle on va? Et on a décidé d'écrire. On s'est dit, notre objectif, cette famille, et ne pas créer un fils de pute de plus sur Terre. C'est très clair comme mission. C'est ambitieux. Mais au moins, je sais ce que je vais essayer de faire. Parce qu'en fait, il y a un truc que souvent on se plaint du monde. Surtout actuellement, on se plaint, on dit ouais, il y a des connards, le monde tourne pas rond et tout. Mais quand on dit ça, on se plaint comme ça, on dirait qu'on se met en retrait et que nous, on n'est pas dedans. On dirait qu'on observe notre humanité comme ça, alors qu'on est complètement dedans. Et je me suis posé cette question, tous ces gens-là qui font autant de merde.
À quel moment dans la vie on apprend l'amour, l'altruisme ou l'empathie? C'est où que ça s'apprend? Quels sont les endroits où chacun des êtres humains de cette terre va passer? L'école. Est-ce que c'est à l'école qu'on apprend l'amour, l'altruisme ou l'empathie? Si, l'empathie, oui. À l'école? Oui, parfaitement. T'as fait Montessori, toi? Ah, frérot, moi j'étais en ZEP+, il n'y avait pas de cours d'empathie, hein? Oh putain, l'empathie à l'école! On m'a appelé serre tes fesses toute mon enfance, c'est empathique ça? Quelqu'un est d'accord que l'école on apprend l'empathie? Bon, c'est pas unanime en tout cas, mais je suis content que tu aies appris ça à l'école. École, autre endroit où tous les êtres humains quasiment, ils vont passer le travail. Est-ce que c'est au travail qu'on apprend l'amour, l'altruisme ou l'empathie? Ne le mets pas sur ton CV si tu veux travailler, vraiment. Hein. C'est dur à admettre. Autre endroit où la plupart des êtres humains passent, mais pas tout le monde, mais qui peut être l'endroit le plus approprié pour ça, la religion. Mais bon, l'histoire prouve qu'on peut se méfier un petit peu quand même. Donc vas-y, ok. Quel est l'endroit dans lequel chacun des individus de cette planète va passer? La famille. Est-ce que c'est pas là qu'on doit focus pour apprendre l'amour, l'altruisme, l'empathie? Je me suis posé cette question. Est-ce que sinon personne d'autre va vraiment le faire? Donc c'est peut-être là. Et fois, en se le disant, tu dis putain, mais oui, effectivement. Tout le monde disait que Hitler était un connard. J'ai pas fini la phrase, ne vous inquiétez pas. Évidemment que c'est un connard fini. C'est un fils de pute même. Et je me suis dit, il y a des Hitler qui sont pas morts à la guerre, qui ont réussi à se planquer. Est-ce qu'ils ont fait un débrief de famille? Et se dire, je crois qu'on a merdé avec Adolphe, hein? Waouh! Ouh là là, à quel moment on a dérapé comme ça? Ce petit con, il est né quelque part. Voilà le but que je me suis fixé. Je sais que le mot fils de pute, il est dur. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes sur Terre, il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. C'est la pire insulte que l'humanité ait créée. Il n'y en a pas d'autre. Connard, salope, salaud, ça va. Couillon, ça va. On se bat pas pour ça. Fils de pute, c'est dur, ça fait même... C'est dur à entendre, c'est pas beau. Quelle que soit la langue. Motherfucker. Hijo de puta. En créole, dans collant boulant, quête maman. Vous n'avez pas compris, mais ça fait mal. Hein. Ça veut dire dans le fin fond de la chatte à ta mère. C'est une insulte gynécologique, c'est un autre niveau d'insulte. Quel que soit l'endroit, insulter la mère est la pire insulte. Regarde ce spectacle, pour ça, ma famille, j'ai fait mon SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace. Et dans mon cas, ma conclusion est la suivante. Si je veux être un bon père et fonder une belle famille, je dois d'abord être une bonne mère. Et pour ne pas oublier comment l'être, j'ai un pense-bête.